Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Au Mexique, la guerre contre les narcotrafiquants est de plus en plus sanglante. Nous irons dans l'état du Michoacán, où sévit le cartel Nueva Generación, l'un des plus puissants et des plus riches du pays. Coup de projecteur sur l'association Faber-Lambert qui valorise les métiers rares pour préserver la transmission du savoir-faire à la française. Cap sur la Colombie qui tente de lutter contre le narcotrafic à travers une méthode d'éradication contestée, l'épandage de puissants herbicides sur les cultures de coca. Saint-Pierre, joyau des Caraïbes, autrefois appelé le petit Paris des Antilles, la ville porte toujours les séquelles de l'éruption volcanique de 1902. Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. En Russie, l'État fait tout pour encourager les carrières sous l'uniforme. Un accent tout particulier est mis sur l'éducation militaire dispensée aux enfants, comme nous le racontera Ksenia Bolchakova. Direction la Martinique dans les Antilles et son régiment du service militaire adapté qui offre chaque année une formation professionnelle à 5000 jeunes en difficulté. Fin mai, une fusillade entre un gang de narcotrafiquants et la police a fait 43 morts dans l'ouest du Mexique, une région où sévit le cartel Jalisco Nueva Generación, devenu l'ennemi public numéro 1. Ce sont les pires affrontements qu'ait connu le Mexique depuis le lancement fin 2006 par l'ancien président Felipe Calderón d'une vaste offensive militaire contre les cartels. Le cartel Nueva Generación a perpétré ces dernières semaines des attaques spectaculaires contre les autorités. Ses membres sont même parvenus à abattre un hélicoptère de l'armée, provoquant la mort de 8 soldats. En avril dernier, une embuscade qu'ils avaient tendue aux forces de l'ordre avait déjà fait 15 morts dans les rangs de la police fédérale. L'État du Michoacán, où a eu lieu la dernière fusillade, figurait dans la liste des États prioritaires de cette nouvelle stratégie sécuritaire et constitue toujours un défi pour les forces de sécurité mexicaines. Le reportage de Laurence Cuvillier chez Mathieu Comin. Tous réunis pour pleurer un homme, leur héros. Enrique Hernandez, candidat à la mairie de Yurecuaro, a été assassiné il y a quelques jours. C'est lui qui avait pris les armes avec un groupe d'habitants pour chasser les narcotrafiquants du cartel des Templiers il y a un an. Lui aussi qui avait publiquement dénoncé la complicité des autorités locales avec les criminels. Emprisonné l'été dernier, torturé puis relâché faute de preuves, il se savait menacé. Si je rends les armes, je suis un homme mort. Mes ennemis, ce sont les Templiers, mais aussi les fonctionnaires corrompus de l'État du Michoacán. Les armes, il les avait pourtant rendues pour entrer en politique. Gloria, sa compagne, était à ses côtés lors du meeting électoral du 14 mai, quand des hommes armés ont fait irruption dans la foule. Lui, il marchait comme ça, dans ce sens. Quand ils ont commencé à lui tirer dessus, ils l'ont tellement criblé de balles que chaque tir qu'il recevait empêchait son corps de tomber. On est à 200 mètres du commissariat ici. Les gens m'ont dit qu'un homme a couru là-bas pour leur dire « Venez vite, il y a une fusillade ». Mais ils se sont barricadés et ne sont pas sortis. Vous savez, ici, les autorités ne nous ont jamais protégés. L'équipe d'Enrique Hernandez bataille pour trouver un nouveau candidat à moins de 2 semaines des élections. Entrer en politique dans la région, c'est parfois tendre la gorge au crime organisé. Ils viennent voir les candidats. Ils leur montrent des liasses de billets et ils leur disent « Voilà, tu es mon candidat. Je t'ai choisi. Et quand tu seras élu, tu vas voter ça, ça et ça à la Chambre des députés. » Ici, les consignes de vote se donnent même par les armes et les cagoules. Dans cette vidéo diffusée sur Internet, ces hommes appellent à ne pas voter pour le candidat du parti au pouvoir dans la région. Ici, on vit dans l'incertitude. On ne sait jamais qui est derrière quoi, qui est derrière qui. Tout est déjà trop imbriqué. Ça peut pousser les gens à l'abstentionnisme. Ça peut leur faire peur. Et ça, ce n'est qu'une vidéo. Avant le vote, ça va vraiment empirer. Oscar avait malheureusement raison. 2 jours plus tard, 43 personnes ont été tuées dans un affrontement à 5 km de là. À Yurecuaro, les habitants essayent encore de croire en la démocratie, tout en vivant cette campagne dans la terreur.
On va à présent s'intéresser à l'association Faber-Lambert qui valorise les métiers rares. Toute la journée, les artisans tapent, râpent, poncent, gravent. La passion les dévore. Premier arrêt, Paris, où ça rive droite, où Camille œuvre dans l'un des lieux mythiques de l'orfèvrerie. Puis direction la maison Malthéran, installée à l'ouest de la capitale française, où un ancien professeur d'éducation physique décide en 2009, en pleine crise financière, de fabriquer des globes monumentaux. Portrait de 2 artisans d'exception. Toute la journée, ils tapent, ils râpent, ils poncent, ils gravent. Ils vivent leurs rêves et la passion les dévore. Les artisans sont à la mode, le savoir-faire, les métiers d'art fascinent. À Paris, rive droite, le passage Saint-Sébastien, un des lieux mythiques où exerçaient les orfèvres. Je suis le plus jeune de Paris à m'être mis à mon compte, et l'un des derniers, on va dire. Là sur Paris, on est à peu près, je dis, il reste une dizaine d'ateliers, quoi, même pas. L'orfèvre est un maître d'œuvre. Après avoir conçu un objet pour un client, il passe commande à différents corps de métier, fondeur, argenteur, polisseur. Il assemble ensuite les pièces. Mais aujourd'hui, de moins en moins de familles investissent dans des services de table en argent. C'est un peu le jeu entre nous, entre tous les ateliers. Là, c'est celui qui va avoir le service AT à faire de l'année. Vous voyez ? Un service AT. Un service AT. Il n'y a plus personne qui en fait. Il n'y a plus personne qui en vend des services AT. Aujourd'hui, je vous passe une commande de service AT. Combien ça me coûte ? Alors en argent, il faut compter à peu près 10 000 €, il me semble, pour un service AT. Ouais. Hormis les commandes spéciales, Camille travaille pour des particuliers ou de grandes maisons d'orfèvrerie parisiennes qui ne disposent pas d'atelier. Son problème n'est pas tant d'assurer un minimum de commandes que de recruter des apprentis. On a les mains sales du matin au soir. Quand on fait du poli, on est tout noir. Enfin, c'est vraiment très sale, quoi. On respire la poussière, etc. Même si faut mettre des masques, etc. Mais il y a des moments où je peux pas mettre un masque toute la journée, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est des métiers sales, dangereux. Faire attention. Mais après, c'est la création. Donc, c'est partir de rien et fabriquer une pièce entièrement. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est vraiment. Oui. Comme ce vase en argent par exemple, car la création d'objets uniques ouvre la voie du marché international et le parrainage des associations de sauvegarde du patrimoine. Je souhaiterais vraiment que les décorateurs, les ensembliers, tous ces gens-là travaillent de concert avec les artisans. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, les artisans ne peuvent pas dévoiler pour qui ils travaillent et les décorateurs, les ensembliers, les créateurs, les designers ne parleront pas de l'artisan. Or, au XIXe siècle, on associait les 2 signatures. Autre artisan soutenu par l'association Faber-Lambert, la maison Malthéran. Installée en campagne à l'ouest de Paris, cet ex-professeur d'éducation physique, passé ensuite par l'industrie du meuble et des présentoirs publicitaires, décide en 2009, en pleine crise financière, de fabriquer des globes. Ce déclencheur est apparu quand j'étais vraiment sur mon lieu de travail, au bureau, assis dans mon fauteuil. Et vraiment, je me suis dit, mais vraiment, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'un peu plus authentique et intemporel. Et le globe, vraiment, est apparu tout de suite. Les globes monumentaux sont réalisés à la main. Des pièces uniques, modernes dans leur structure géopolitique, mais traitées pour leur forme à l'ancienne. Avant de sortir le premier modèle en 2012, Gilles de Païs a passé plusieurs années en recherche et développement. Il faut absolument qu'un globe puisse vivre dans le temps des décennies et des décennies. Donc on a eu là aussi les tests. Pourquoi on a mis 3 à 4 ans? C'est qu'on a dû tester des peintures, des pigments, des vernis, développer nous-mêmes d'ailleurs certaines encres et certaines peintures pour être sûr d'avoir la bonne qualité qui perdurerait dans le temps. La seule partie du travail que Gilles de Païs concède aux nouvelles technologies, c'est l'emploi du laser pour tracer continents, mers et océans. Ensuite, il n'y a plus que la main et le temps. En fait, on applique sur chaque globe, au total, une vingtaine, 20 à 30 couches de vernis. Ce qui permet d'avoir justement ce toucher si particulier. Et on fait un petit ponçage à l'eau à la fin pour avoir ce velouté. Tout est réalisé à l'encre, avec une plume et directement sur le globe.
Depuis 20 ans, elle dessine. Elle considère que l'écrit est un acte de silence, que ses gestes doivent transmettre des émotions. Le travail de la calligraphe, dit-elle, est celui de l'intelligence de la main. Concentration, analyse, mise en page, justesse de l'ensemble, précision des détails. En général, je termine par le Pacifique avec toutes les petites îles à rajouter et où on rentre sur des mots qui sont d'une hauteur des fois d'1 millimètre de haut pour pas que le mot soit plus imposant que le point de l'île en fait qui... Même si la sphère est très grosse, certaines îles sont vraiment très très petites. Malterran, un nom qui sonne le terroir. Gilles de Païs l'a inventé de toutes pièces. Il rappelle Magellan, les histoires de corsaires. Malterran ne fait pas de publicité. La maison collabore avec des décorateurs internationaux et sa clientèle privée est très confidentielle. Nous fonctionnons qu'en commande particulière. Évidemment à l'international. Principalement. Une fourchette basse et une fourchette haute de prix. 150 000 en fourchette basse, fourchette haute, je dirais nos limites. Et combien d'heures de travail? Minimum 1 année par globe. Vraiment minimum, pour un globe de 1,50 m. Les artisans vivent leurs rêves et la passion les dévore. Mais pour que leur travail, leur art soit réellement reconnu, ils ont autant besoin de nouveaux clients que de nouveaux élèves. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Direction la Colombie, un des principaux pays producteurs de cocaïne, pour lutter contre la production de drogue et affaiblir la guérilla des FARC, qui tire une grande partie de son financement du narcotrafic. Le pays a opté pour une méthode d'éradication contestée, les fumigations. Depuis plus de 20 ans, avec le soutien de Washington, Bogota épand de puissants herbicides par avion sur les cultures de coca. Les conséquences sont dramatiques, pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour la population qui dénonce notamment des problèmes dermatologiques ou respiratoires. La Colombie est le seul pays au monde à pratiquer des fumigations sur les cultures illicites, mais la prise de conscience des dommages collatéraux conduit aujourd'hui à critiquer ces méthodes. Le débat est désormais ouvert. Colombie, poison contre poison. C'est un reportage de Marc Bouchage, Maudrieux. Nous sommes en Équateur, à quelques kilomètres à peine de la frontière colombienne. Cette femme a reçu des menaces, elle accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Elle a perdu 2 de ses enfants. Ma fille est venue me chercher. Elle m'a dit « Maman, la petite est en train de vomir ». Je lui ai demandé pourquoi. J'ai couru. Elle vomissait du sang. Ce qu'elle vomissait, c'était du sang. Elle avait de la fièvre. Je l'ai emmenée à Lago Agrio. Mais en arrivant à l'hôpital, elle est morte. 1 an après Edith, c'est Tylee, née mal formée, qui meurt à l'âge de 3 mois. Un drame qui remonte à 14 ans. Ils ont commencé à fumiger en 2000. On ne savait pas ce que c'était, ces avions qui volaient dans le ciel. On était contents de les voir passer. Les enfants étaient encore plus contents que nous. Ils disaient « Maman, tu vois les avions ?» On ne savait pas. C'est seulement après qu'on a su que c'était des fumigations. Voilà le type d'avion que cette femme a vu passer à proximité de la frontière. Nous sommes sur le fleuve San Miguel. De ce côté, c'est la Colombie et de l'autre, c'est l'Équateur. Ici, les paysans victimes d'empoisonnement sont nombreux à témoigner. C'est le cas de cet Équatorien. Juan Manuel Ortega habite depuis 40 ans à l'ouest de l'Amazonie, en bordure du San Miguel, le fleuve frontière. Son village est situé dans une région normalement fertile. Pourtant, depuis une dizaine d'années, la terre est malade, les cacaoyers pourrissent. Regardez cette fève de cacao, dans quel état elle est. Elle est complètement pourrie. Pour Juan Manuel Ortega, la cause de ces soucis ne fait aucun doute.
On voyait toujours les avions voler haut dans le ciel. Moi, je les voyais et je sentais l'odeur qui arrivait avec le vent. Mais c'était côté colombien? C'était au niveau de la frontière, au bord du fleuve San Miguel, juste là. Beaucoup d'avions sont aussi passés de notre côté, du côté équatorien. On a été pris par surprise. On s'est dit que c'était le dernier jour de notre vie. On a cru que ça allait être la fin du monde ce jour-là. On n'avait jamais entendu un tel bruit. Voici une opération de fumigation filmée par la télévision colombienne. Des avions déversent sur les plantations de coca un produit chimique, du Roundup. Objectif, éradiquer cette plante dont les feuilles permettent de fabriquer la cocaïne. À Bogota, la capitale colombienne, difficile d'imaginer que le pays est en guerre. Pourtant, depuis 50 ans, l'État colombien bataille contre plusieurs guérillas, dont la plus médiatisée, celle des FARC. Présente sur une grande partie du territoire, la guérilla communiste tient bon avec l'aide de l'argent généré par le narcotrafic. Pour tenter d'affaiblir les FARC et faire baisser la production de cocaïne, l'État colombien s'est allié aux États-Unis. En 1999, les présidents américains et colombiens signent à Washington le plan Colombie, le plan antidrogue le plus important jamais entrepris dans un pays producteur. Budget annuel, plus d'1 milliard de dollars. Résultat, la Colombie intensifie les fumigations et les généralise jusqu'à la frontière équatorienne. Le plan Colombie est toujours en vigueur aujourd'hui. Sur ces images tournées en 2004, les hommes ont conscience de la dangerosité des produits. Gants, masques, bottes et tabliers pour manipuler le glyphosate, l'un des ingrédients de base du Roundup, le puissant herbicide produit par la firme américaine Monsanto. Les réservoirs sont remplis de glyphosate mélangé à d'autres produits chimiques. Sur les bidons, l'estampille NAS, Direction des affaires antidrogue, ambassade des États-Unis à Bogota. Ici, l'information est claire, produits chimiques dangereux. Toutes ces opérations sont pilotées par la police nationale colombienne. Pourtant, les responsables de cette police antidrogue ont annulé nos autorisations de tournage sur le terrain. Après de longues négociations, nous rencontrons ce colonel. Quand on épand, la plante absorbe le poison, le glyphosate, au niveau de ses feuilles. Vous appelez ça du poison? On dit que c'est du poison pour une plante. Juste pour une plante? Oui, juste pour la plante. S'il est le seul à avoir accepté de nous parler, il reste un fervent défenseur des fumigations. Pour lui, l'herbicide n'est pas responsable des problèmes de santé de la population. Ils vivent dans des zones tropicales, des zones propices au développement des infections et des champignons. Les maladies tropicales affectent la peau et la santé, mais ces maladies n'ont rien à voir avec le glyphosate, contrairement à ce qu'ils disent. Donc, colonel, vous accepteriez qu'on fasse des fumigations sur votre maison pour prouver qu'il n'y a pas de problème? Absolument. Et sur votre famille aussi? Absolument. Et sur vos enfants aussi? Je suis absolument sûr, comme on dit, que... je ne sais pas, mais je suis absolument sûr qu'avec les études dont on dispose, je suis absolument tranquille. Pour y voir plus clair, nous décidons de retourner en Équateur. En Colombie, toutes les études qui évoquent la dangerosité de l'herbicide sont discréditées par les autorités. Le sujet est sensible. À l'Université des Amériques à Quito, le professeur César Passimigno a étudié les effets des fumigations sur les Équatoriens de la frontière. Selon lui, 10% des Équatoriens affectés par les fumigations auraient des problèmes d'ordre génétique. Ça signifie que les personnes touchées courent 3 risques en réalité. Développer un cancer,
C'est le risque majeur, environ 10%. Et aussi d'avoir des enfants mal formés, et enfin faire des fausses couches. Dans les conversations entre les gouvernements équatoriens et colombiens sur les fumigations, la Colombie a dit qu'ils ont utilisé du glyphosate. Il est concentré entre 26 et 44% et dilué dans l'eau. Alors que sur les étiquettes, le fabricant recommande des concentrations entre 1 et 3%. En plus du glyphosate, ils ajoutent un produit qui s'appelle le POEA et un autre, le Cosmoflux. Des adjuvants, des produits chimiques qui permettent aux produits de mieux imprégner la plante. L'étude du professeur n'aurait pas pu voir le jour sans le travail de l'association Action Ecolorica et celui de son médecin. Adolfo Maldonado a recueilli des échantillons de sang, de terre et pris des photographies. Autant de preuves qui s'accumulent dans son bureau. On s'est rendu sur place une semaine après les fumigations et regarde, tout est détruit, complètement brûlé. Dans cette zone, peu de gens peuvent maintenant consommer des bananes plantains. Et pour eux, la banane, c'est même plus important que le riz. La banane plantain, c'est l'aliment de base pour la population. Les épandages n'ont pas seulement brûlé les cultures. Ces classeurs sont remplis d'images d'enfants et d'animaux souffrants prises après le passage des avions. Du fait des épandages, 25 écoles ont dû fermer à la frontière dans les années 2000. Les enfants sont tombés malades. Certains avaient des boutons sur la peau, d'autres venaient avec des maux de tête, de la fièvre, un mal-être, des douleurs à l'estomac. Beaucoup d'enfants ont manqué l'école à cause de ça. Au corps blessé s'ajoute le traumatisme psychologique. En témoignent ces dessins faits par les élèves il y a 10 ans. Nous avons retrouvé l'auteur de celui-ci. Il s'appelle Wilmer Castillo. Il a aujourd'hui 19 ans et habite toujours la communauté San Francisco. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr que je me rappelle. C'était en 2004. Là, j'ai dessiné un enfant avec des boutons, parce que c'est ce qui nous est arrivé, et des plantes en très mauvais état. Et là, une tombe pour montrer les conséquences des épandages. Ils ont tué avec ces épandages. Et toi et ta famille, vous avez été touchés? Bien sûr. À cause de ça, mon petit frère est mort. C'était en 2000 ou 2001. À sa naissance, tout allait bien. Il est né normal. Mais après, il a commencé à avoir des boutons sur la peau, des rougeurs et d'autres problèmes. La même maladie que les autres enfants. Un homme va prendre la défense des paysans de son pays, le président de la République d'Équateur en personne, Rafael Correa. Lors de son élection, le président jouit d'une forte popularité, il se veut proche du peuple. En témoigne aujourd'hui encore sa traditionnelle apparition au balcon du palais présidentiel chaque lundi devant ses fidèles. En 2008, Rafael Correa va déposer plainte contre la Colombie devant la Cour internationale de justice aux Pays-Bas. La Colombie accepte de suspendre temporairement ses épandages sur une frange de sécurité large de 10 km tout le long de la frontière. 6 ans plus tard, c'est pourtant le même Rafael Correa qui signera un accord avec la Colombie.
Il retire sa plainte en échange d'une compensation financière de 15 millions de dollars versée par la Colombie qui peut reprendre progressivement ses fumigations jusqu'à 2 km de la frontière. La Colombie sort grande gagnante. Le dernier espoir pour les paysans équatoriens se trouve au sommet de cette tour, à Quito, dans ce cabinet d'avocats. On représente un peu plus de 2000 Équatoriens. On porte plainte contre la compagnie américaine DynCorp. C'est l'entreprise qui gère les fumigations. Après plus d'une quinzaine d'années de procédures judiciaires, le procès pourrait s'ouvrir en 2017 aux États-Unis contre cette société de mercenaires sous contrat avec Washington. De retour à Bogota, aucun responsable américain n'a accepté de nous recevoir pour évoquer ces questions. Impossible de franchir les portes de leur imposante ambassade. En 20 ans, la Colombie a fumigé près de 2 millions d'hectares de coca, avec l'aide militaire et financière des États-Unis qui qualifie ces opérations de succès. Pedro Arenas tient un tout autre discours. Membre de l'ONG Indepas, il a été député du département du Guaviare en Colombie. Le département où sont apparues les premières cultures de coca à la fin des années 70 et qui en compte toujours aujourd'hui sur son territoire. Des fois, on croit que c'est un succès parce qu'entre le début du plan Colombie et maintenant, la superficie des cultures de coca est passée de 160 000 à 50 000 hectares environ. Mais sur les 3 dernières années, ça s'est stabilisé et on pense que ça va continuer à rester stable. En parallèle, les cultures de coca ont augmenté au Pérou et en Bolivie aussi. Donc, si on regarde globalement, la région des Andes continue de produire la même quantité de cocaïne exportable, la même quantité que celle qui était produite avant le début du plan Colombie. Les fumigations sont un succès dans la mesure où elles ont pu détruire une bonne partie des finances des groupes insurgés. Mais les fumigations sont un échec total du point de vue social, du point de vue des droits des paysans. Les fumigations sont un échec car elles n'ont pas permis d'éliminer les cultures de coca en Colombie. Après le retour des épandages à 5 km de la frontière, les enfants équatoriens qui vivent en bordure du fleuve San Miguel se sont à nouveau plaints de nausées, de vomissements et de maux de ventre. 7 mois plus tard, en mai 2015, le président colombien s'est prononcé pour la suspension des fumigations. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Saint-Pierre est fondé en 1732 par Pierre Bélin d'Énambuc, un flibustier normand qui en prend possession au nom de la France. Autrefois capitale historique et culturelle de la Martinique, elle est restée inégalée jusqu'à l'éruption volcanique de la montagne Pelée le 8 mai 1902. Une catastrophe humaine et architecturale qui a laissé son empreinte dans les ruines de la vieille ville, jadis joyau des Caraïbes et dans les fonds sous-marins. Une histoire que vous fait découvrir, vous êtes ici. Le patrimoine en lui-même porte toutes les explications du passé. Il y a quand même des éléments qui permettent de savoir qui nous sommes, quel peuple nous sommes. Il y a encore beaucoup de ruines à visiter et on a la même chose au fond. On a des ruines au fond, mais les ruines au fond, ce sont des épaves. Et il y en a 14. J'ai eu le plaisir de voyager et de naviguer dans beaucoup d'endroits dans le monde, de plonger sur différentes épaves, mais très sincèrement, la plus spectaculaire que j'ai vue, c'est celle-ci, c'est l'Aurora. La côte Caraïbe fut le théâtre de la tragédie de Saint-Pierre, ville construite au pied du volcan, la montagne Pelée. Mais commençons l'histoire à l'aube du XXe siècle. Saint-Pierre est alors une cité florissante.
Son surnom d'être le petit Paris, la perle des Antilles, la plus riche, la plus dynamique de toute la Caraïbe, venait du fait que c'était une ville qui était très industrieuse. Saint-Pierre a eu dès 1898 l'électricité, dès 1896 le téléphone. Il y avait une bourse de commerce qui était donc liée au reste du monde. Dans les vestiges de l'ancienne ville, Fernand conte ce passé glorieux, jusqu'au jour où tout s'arrêta. Le matin du 8 mai 1902, brusquement, à 7h56, les flancs de la vallée se déchirent, libèrent sur la ville un énorme nuage que l'on a appelé la nuée ardente. Et en 69 secondes, l'intégralité de cette très belle ville a cessé d'exister, ainsi que sa population, qui à ce moment était d'environ 30 000 personnes. Ce fut l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Seuls 3 pierrotins en réchappèrent. Un événement fondateur de l'histoire de la ville, qu'aujourd'hui encore, chacun explique à sa manière. Certains même disent que c'est la malédiction des Indiens Caraïbes qui, après avoir été exterminés, avaient proclamé contre les colons cette terrible malédiction, leur disant « Vous nous avez vaincus aujourd'hui, mais la montagne de feu nous vengera un jour. » Face au volcan, la mer des Caraïbes a elle aussi conservé cette mémoire. Plusieurs bateaux ont été engloutis au moment de la catastrophe. 2 passionnés de plongée, Dominique et Jacques-Yves, sillonnent la baie de Saint-Pierre pour retracer dans une bande dessinée cette histoire invisible. Quand on est arrivé là, c'était une découverte fantastique. On a découvert ces épaves et c'était cadeau. C'était le truc de Tintin, le bateau au fond, jamais plongé, jamais découvert. Ce matin, l'objet de leur attention est le Roraima, une épave qui a permis à Dominique de travailler avec les plus grands explorateurs marins. À bord de la Calypso, on n'arrivait pas à restituer de belles images des épaves. Et c'est pour ça que tout de suite, dès que je suis monté à bord de Calypso, j'ai dit à Cousteau, eh moi je vais vous faire des dessins. Donc je suis descendu et j'ai commencé à faire des dessins du Roraima que je ramenais à bord et Cousteau était assez intéressé. C'est plus de 30 ans que j'ai passé ici qui se juxtaposent page après page. Parce que c'est toute l'histoire de la découverte des épaves. Et moi, je trouve que le plus grand artiste, c'est la nature. Moi, je ne fais que recopier ce que je vois. À présent, direction les eaux profondes, histoire de vérifier l'exactitude des données collectées. Dominique plonge avec son ardoise. Sous l'eau, il esquisse quelques dessins, seul moyen de fixer l'épave en entier. Une prouesse impossible à réaliser à la caméra, notamment à cause du manque de lumière sous la mer. Moi, ce que je fixe, c'est en mémoire. C'est-à-dire que ça me permet de dessiner après, de redessiner plus facilement. Cette baie est le plus grand sanctuaire naturel marin de la Caraïbe. Un héritage encore méconnu. C'est un patrimoine ignoré, parce que quand vous ressortez de cette plongée, vous avez fait en fait une plongée historique. Moi, personnellement, quand je nage à travers les coursives, etc., j'imagine les passagers comme des esprits, des fantômes. Et quand on a fini la plongée et qu'on fait surface, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Mont Pelé. Entre volcan et mer, l'exploration à la croisée des mémoires. Les Martiniquais ne savent pas vraiment ce qu'il y a au fond de la mer. On est entouré d'eau, c'est une île quand même, et on est très orienté de terre, tout ce qui se passe sur terre, mais ce qui se passe sur l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment au fond. J'espère que ce livre va aider à mettre en valeur ce patrimoine et surtout à permettre aux jeunes et aux enfants de comprendre. C'est pour cela qu'il faudrait que les générations futures réfléchissent aux moyens de pouvoir sauver ce qui peut l'être encore. Parce que laisser comme ça à l'injure du temps, je pense que ces vestiges risquent de s'abîmer et de disparaître.
Vous regardez Futur TV, Code 24 revient dans quelques instants. Malgré la récession qui frappe la Russie à cause des sanctions économiques, les budgets militaires ne cessent d'augmenter et l'État fait tout pour encourager les carrières sous l'uniforme. Un accent tout particulier est mis sur l'éducation militaire dispensée aux enfants. Une tradition de longue date qui, en cette période de crise ukrainienne, est en plein renouveau. Courses d'orientation militarisée, activités de maniement du fusil d'assaut Kalachnikov ou concours de lancer de grenades que connaissaient les collégiens et lycéens soviétiques. De tels enseignements avaient disparu avec la chute de l'URSS en 1991. La devise du Kremlin est claire, il faut céder sa vie à la patrie, son âme à Dieu et son honneur à personne. Des enfants prêts à mourir pour la patrie ou comment la Russie forme ses cadets. C'est le reportage de la correspondante de France 24 à Moscou, Ksenia Bolchakova. Pour la première fois de leur histoire, les corps de cadets de Moscou organisent leur parade. Au pied du musée de la Seconde Guerre mondiale, appelé en Russie la Grande Guerre patriotique, c'est toute la future élite militaire du pays qui défile. Tradition impériale et soviétique s'entremêlent. L'événement réunit 2500 enfants, des petits soldats, comme Mary. Je m'appelle Lepseméry, j'ai 13 ans. Je vais au lycée numéro 1504 dans une classe de cadets. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Je me prépare pour aller en cours, je mets mon uniforme et je prends mon petit déjeuner avant de partir pour l'école. Il y a un an encore, cet établissement était une école classique. Désormais, il accueille une classe de cadets. Elle a été créée à l'occasion des 70 ans de la victoire, dans le cadre d'un vaste programme d'État pour populariser l'enseignement militaire. Camarades cadets, j'attire votre attention sur l'importance de l'uniforme. Je veux que tout le monde serre sa ceinture et mette ses gants blancs. Nous allons dehors. Et tous les matins, c'est le même rituel. Смирно! Шагом marche! Garde à vous, marche au pas. Au total, 1 heure d'entraînement, chaque jour. Ensuite, place au cours d'histoire militaire, dans le musée de l'école. On étudie les guerres, il faut mémoriser beaucoup de choses. C'est dur, mais c'est intéressant. Это газета 3 июля 1941 года, где Сталин выступил с речью, сказал, что враг будет разбит, наше дело правое, то есть абсолютные цитаты. Ici, on apprend qu'il faut défendre sa patrie, et c'est pour ça qu'on est là, dans cette classe de cadets. Pour que nous, les enfants, on fasse de la défense de notre pays une priorité. Et au-delà de la théorie, il y a la pratique, avec ce cours d'initiation militaire, ou comment monter et démonter une Kalachnikov en un temps record. C'est important. Chaque soldat doit savoir faire ça, pour réparer son arme au besoin sur le champ de bataille. Nous sommes des patriotes, et nous nous défendrons contre nos ennemis. L'Amérique, l'Europe, l'Ukraine, tous ceux qui mènent des actions contre la Russie. Des enfants qui ont une vision du monde déjà bien manichéenne, où la Russie joue le rôle de l'empire du bien. C'est ça, l'éducation patriotique à la sauce Poutine. Je vous rassure, nous n'avons pas l'intention de faire de ces enfants des petits soldats de plomb, ni des robots lobotomisés, prêts à obéir aux ordres. Ça reste des enfants ordinaires, ils se distinguent des autres en bien. Une différence dont Mary est consciente. Le poids de l'uniforme, le serment qu'elle a prêté au corps des cadets sont pour elle une fierté et une responsabilité. La discipline, c'est plus important que d'être bon à l'école. Cette classe, c'est la première classe de cadets de notre école. C'est une classe d'élite. Nous devons montrer l'exemple. Pour moi, c'est aussi un honneur particulier.
Mon grand-père a combattu les nazis et en devenant cadette, je reprends le flambeau. Et comme elle, les petits Russes sont de plus en plus nombreux à vouloir faire une carrière militaire, fortement encouragés par le Kremlin. Alors que l'éducation nationale subit de nombreuses coupes budgétaires, les cadets ne connaissent pas la crise. Pour eux, l'an dernier, plus de 1600 nouvelles classes ont été créées à travers le pays. Coup de projecteur à présent sur le régiment du service militaire adapté ou RSMA. Créé il y a près de 50 ans en Martinique, il a pour objectif de remettre dans le droit chemin les jeunes en grande difficulté. Chaque année, l'armée offre ainsi un cadre et une formation professionnelle à plus de 5000 jeunes. Et les résultats en matière d'insertion sont très encourageants, à tel point que le modèle antillais pourrait bien s'exporter en métropole. Fin avril, François Hollande a annoncé l'expérimentation d'un service militaire volontaire et la création de 7 centres d'ici à 2016. Un sujet signé Max Cour et Guillaume Brunet. Passer plusieurs mois sous l'uniforme, dans l'espoir de décrocher un emploi, c'est le choix que font plus de 800 jeunes tous les ans à la Martinique. Comme Kylian, que ne rebutent pas les contraintes de la vie militaire. Il y a une extension des feux et une heure de lever. L'heure de lever, normalement, c'est 5 heures. Mais comme nous sommes plusieurs à aller à la douche, il vaut mieux préparer ses petites affaires à l'avance et choisir de se réveiller peut-être 20 minutes ou 30 minutes avant les autres, pour avoir bien le temps de se préparer. Tous ces jeunes sont volontaires. Ils ont signé un contrat avec l'armée pour une durée de 10 mois en moyenne. Allez, dernier. Au programme, en plus d'une formation professionnelle, discipline, règles de vie en société, rigueur. Donnez-moi votre ceinturon. Enlève ton ceinturon. Rappel, vous mettez votre ceinturon. Les petites attaches que vous avez ici, elles sont en haut. D'accord? Toujours vers le haut. Normalement, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Donc si je mets correctement mon ceinturon, d'accord? C'est comme cela. Donc les œillets vers le haut et les attaches à l'intérieur qui ne se voient pas. D'accord? Je suis là pour apprendre, je dois suivre les règles. C'est strict, mais c'est fait pour nous, c'est pour nous apprendre, c'est pour inculquer, pour avoir des valeurs. Parmi ces jeunes, près d'un tiers sont des filles. Elles choisissent le plus souvent les filières tourisme ou aide à la personne. Ne vous amusez pas dès maintenant à faire des crédits, à dépenser plus. Vous êtes jeune, si à 30 ans vous avez encore des dettes, vous n'en êtes pas sorti. Et quand vous aurez des enfants, ça sera 10 fois pire. Ok? Donc faites attention dès maintenant. Ensuite. Après son bac, Jessie a tenté sans succès de trouver du travail dans le tourisme. L'armée lui offre une seconde chance. C'est une manière de valoriser le jeune et de lui dire que c'est encore possible. C'est encore possible d'évoluer, de changer et de concrétiser son projet professionnel. Ryan, lui, avait lâché l'école en terminale. Il est arrivé au régiment sans trop savoir vers quoi s'orienter. Aujourd'hui, il apprend à conduire des engins de chantier et ça lui plaît. Tu vas reculer de manière à ce que quand tu ouvres ta flèche à fond, tu as accès à là où tu as terminé juste avant. Voilà, ferme ton godet, vide ça. J'ai eu envie de voir ce que ça donne dans le cadre de l'armée. Du fait qu'on t'inculque cette rigueur, toi, de toi-même, tu ne dis pas que tu en as besoin, mais tu te rends compte que c'était nécessaire. Ah, c'est bon, allez, recule maintenant. S'ils viennent ici, justement, c'est pour rechercher tout ce qui est discipline, où là, on va serrer un peu la vis. Et forcément, quand ils ressortent d'ici, ils sont un peu plus assidus, ils ont un peu plus de rigueur. Et s'il n'avait pas fait cette formation au sein du RSMA, il aurait fait ça, par exemple, dans une autre structure civile. Mais il aurait peut-être encore certains défauts qu'il n'aurait pas corrigés ici, aujourd'hui, au RSMA, en fait. Le RSMA de Martinique propose 30 filières de formation dans tous les domaines. Toutes sont adaptées au marché local de l'emploi. Le colonel qui commande le régiment parle de mission d'intérêt général. Les 800 jeunes que l'on a accueillis en 2014, ce sont plutôt des jeunes qui sont en difficulté face à l'emploi. Et ils viennent ici acquérir des compétences professionnelles, des compétences sociales, avec la seule finalité d'être employables et pour nous de les insérer et pour eux de s'insérer, on pourrait dire, dans le vrai monde. C'est le cas de Samuel. Abonné aux galères professionnelles, il a tenté le RSMA comme une planche de salut. Et il a bien fait.
puisqu'à l'issue de son contrat, il a immédiatement trouvé un emploi de chauffeur de car. Alors, on te motive beaucoup. On ne doit pas dire qu'on est fatigué, donc c'est la même chose. Voilà. Après, c'est dans la vie active, il faut vraiment voir le changement. On est toujours motivé, on n'est pas fatigué, on veut toujours apprendre. Les chefs d'entreprise de la Martinique jouent d'autant mieux le jeu qu'ils sont régulièrement consultés par l'armée sur leurs besoins en main-d'œuvre. Si ça se passe bien, forcément, il y a un contrat. Ça se passe souvent bien. On a beaucoup de jeunes du RSMA chez nous qui maintenant sont plus jeunes. Hein. Ils ont plus de 10 ans d'ancienneté chez nous. Parce que les formations sont constamment réévaluées pour répondre aux demandes locales, plus de 80% des jeunes qui passent par le RSMA trouvent un emploi à la sortie. Cette formule sera bientôt transposée à la métropole, avec 7 centres de formation professionnelle encadrés par des militaires. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.